Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Première séance de démo technique ici sur le salon InCyber avec le thème suivant. On est parti pour 30 minutes sur le thème gros plan sur la sécurité de l'identité. Comment avoir de la visibilité sur les menaces liées à l'identité. Et pour animer ces 30 minutes, eh bien, nous avons monsieur Mathieu Jouzel, Solution Engineer chez Beyond Trust. Eh bien, écoutez, je vous passe la parole et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bienvenue à tous pour cette première séance technique, en effet. Je ne vais pas vous répéter le titre. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la sécurité des identités. Pourquoi c'est important, et c'est de plus en plus important justement aujourd'hui d'avoir une vue unifiée et une vue sur la sécurité des identités. Je vais faire un petit focus technique sur un exemple de cas concret sur la breach de sécurité Okta qui est arrivée en fin d'année dernière et comment Beyond Trust justement a permis de la détecter et des répercussions un petit peu potentielles que ça a pu avoir ou que ça aurait pu avoir. Et je finirai du coup par la démo technique parce qu'on est sur un stand de démo de notre produit d'ITDR, Identity Threat Detection and Response, comment on va permettre justement d'avoir une vision sur les risques liés à l'identité. Donc la solution s'appelle Identity Security Insight chez Beyond Trust. Donc déjà, pourquoi c'est de plus en plus important de parler de la sécurité des identités et pourquoi c'est difficile de gérer justement cette sécurje ne vais pas refaire l'histoire, mais vous connaissez tous un petit peu l'historique de la sécurité. Il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, on était vraiment sur une sécurité périmétrique avec globalement des firewalls qui allaient assurer la défense du réseau et ça suffisait. Au fur et à mesure des années, on a mis de plus en plus de focus sur la sécurité directement des endpoints, que ce soit des workstations, que ce soit des serveurs, via de l'antivirus, via de l'EDR, via de la sécurisation des accès. Vraiment, voilà, comment on va sécuriser l'accès aux données et aux endpoints, avec un succès qui a été quand même assez bon. Mais le problème, c'est que les attaquants s'adaptent aussi aux sécurités. On parle beaucoup d'IA sur ce salon. Les attaquants utilisent aussi de plus en plus d'IA pour se faire passer pour quelqu'un via de la synthétisation vocale, on parle de plus en plus de chat GPT pour aller définir des messages de plus en plus personnalisés pour le phishing. Et globalement, la majorité des attaques aujourd'hui ne vont pas être des malwares, ne vont pas être vraiment directement des logiciels malveillants, mais vont passer par l'identité via de l'usurpation, etc. Je vais en reparler un petit peu après. Pourquoi c'est aussi de plus en plus compliqué d'avoir une vision liée au risque de ces identités? Parce qu'une personne va être de plus en plus omniprésent sur différents canaux. Déjà, vous avez de plus en plus d'intervenants, que ce soit les employés en interne, en externe, les fournisseurs. On parle aussi de NIS 2 cette année avec toute la supply chain, parce que justement, vous allez avoir des identités externes sur les workstations, donc sur les endpoints, mais aussi dans le cloud, sur les mobiles, etc. Donc, une personne va avoir de multiples identités. Justement, on va voir que c'est le créneau d'attaque le plus simple parce qu'une identité, si elle est piratée sur un endpoint ou sur un site cloud, elle est très souvent, et malheureusement, ça va être le même mot de passe qu'on va retrouver sur d'autres services, voire la même identité. Donc aujourd'hui, les attaques passent de plus en plus par là. Un petit justement focus sur les vecteurs d'attaque utilisés. On a quasiment, donc c'est les données de fin 2022, aujourd'hui on a quasiment la moitié des attaques qui vont comprendre un vecteur d'attaque lié justement à la compromission d'identité. Ça s'appelle le hijacking de compte ou de credential. Alors, vous avez remarqué, ça ne fait pas 100% au total. Une attaque va comprendre plusieurs vecteurs d'attaque bien souvent, mais globalement, quasiment la moitié des attaques vont comprendre un détournement de compte. Ça peut être des comptes personnels, des fois qui sont réutilisés, ça peut être des comptes professionnels, ça peut être des comptes machines, mais globalement, on a quasiment la moitié des attaques qui vont comprendre du détournement de compte. La deuxième, je ne vais pas m'attarder dessus, mais globalement, c'est la mauvaise configuration de service, que ce soit des ressources qui vont avoir des ports ouverts, qui sont nécessairement des ressources qui vont être trop exposées. Mais ensuite, dans le top 5, on va retrouver encore deux facteurs avec des droits erronés ou des droits qui permettent des mouvements latéraux, c'est-à-dire des droits sur une plateforme qui vont pouvoir être réutilisés sur une autre plateforme. Encore une fois, ça va être des vecteurs d'attaque liés à l'identité qui va pouvoir être réutilisé sur différentes plateformes ou sur différentes applications, que ce soit du on-prem vers le cloud ou inversement. On a forcément l'abus de privilèges qui est récurrente, qui vont te faire très très mal dans certaines attaques. Et aussi le manque de visibilité sur les identités, mais pas que, le Shadow IT, qui vont être aussi un vecteur d'attaque qui va être dans les tops justement des vecteurs d'attaque.
Donc voilà, globalement, ce qu'on remarque, c'est quand même dans le top 5, on va avoir 3 vecteurs d'attaque liés à l'identité, que ce soit en termes de niveau de droit, que ce soit en termes d'identité, ce qui fait qu'il est primordial de pouvoir avoir la vision sur la compromission des comptes, sur les identités. La difficulté aujourd'hui, c'est les comptes légitimes. Hein, les employés, les externes ont des comptes pour accéder au SI, ce qui est normal, pour faire leur travail. Et aujourd'hui, quasiment la moitié des attaques vont utiliser ces comptes via du phishing, via du social engineering, via tout un tas d'attaques liées à l'IA aussi potentiellement, pour aller réutiliser ces comptes qui sont légitimes pour faire les attaques. Et la difficulté, c'est comment trouver ces comptes. Comment réussir à identifier quel compte a été compromis, comment l'identifier rapidement si possible, parce que forcément les attaques vont très vite aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est le challenge, c'est de trouver ces comptes compromis. Chez BeyondTrust, du coup, avant de passer à la démo, un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir proposer, c'est proposer une solution qui va assurer la visibilité justement sur ces identités, sur ces comptes à privilèges, non pas focus sur des endpoints, justement, focus vraiment sur les personnes et assurer une visibilité. Donc, assurer déjà une première visibilité d'audit dans un premier temps, mais ensuite de façon continue, associer les risques justement et les menaces aux identités plutôt qu'à des endpoints ou plutôt qu'à des indicateurs liés vraiment à des devices, tout en proposant des recommandations, avoir des scores de risque liés à ces identités de façon intégrée, parce que forcément vous avez déjà tout un tas de solutions. J'en reparlerai un petit peu lors de la démo technique juste après. Comment va fonctionner la solution? Globalement, on va venir se sourcer sur des sources d'identité. Donc on a forcément, nous, nos produits BeyondTrust qui font de la gestion des comptes et des privilèges. On peut le voir en bas ici, la partie privilège remote access, la partie password safe, la partie coffre-fort. Mais le plus important, ça va être vraiment les sources d'identité. On va avoir les identités cloud, on a du AWS, on a du Google, on a du Azure. On a, alors il n'est pas explicitement listé, mais on a un Insight Collector qui va venir aussi collecter toutes les données liées à l'Active Directory pour justement lister les comptes et leurs usages sur l'Active Directory. On a du Okta, on a du Ping pour justement les fournisseurs aussi de SSO et d'identité directement. L'idée, c'est de se sourcer en lecture seule, on n'est pas intrusif sur l'ensemble de ces plateformes, de faire un data lake avec l'ensemble des données justement qui peuvent être associées à ces différentes sources. De là, on va avoir notre propre IA, notre propre machine learning, qui va venir générer justement des recommandations dans un premier temps, donc dans la première partie d'audit. Et derrière, avec de la corrélation, on va pouvoir avoir des scores de risque qui vont nous donner des détections en temps réel sur l'ensemble de ces risques. On va bien sûr après derrière pouvoir faire de la remédiation. J'en parlerai un petit peu plus juste après. Justement, l'idée aussi, c'est de pouvoir, en fonction des audits, en fonction des détections, pouvoir prendre des actions en temps réel pour pouvoir les bloquer un compte à risque. Quoi ça ressemble dans le monde réel? J'en parlais un petit peu justement la brèche d'Okta de fin d'année dernière. Hein. L'idée, c'est pas de jeter la pierre sur Okta. Hein. Notamment, tout le monde peut être aujourd'hui potentiellement hacké. L'idée, c'est de parler un petit peu justement d'un cas concret et comment ça se traduit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, Okta, la faille de sécurité est arrivée par leur service support, leur service helpdesk, où un employé avait des comptes professionnels dans son compte Google, enfin dans son coffre-fort Google, qui a été piraté par là. Donc les attaquants ont pu pirater le support Okta et de là remonter via des tickets support à pirater directement les tenantes de certaines entreprises, dont BeyondTrust, dont Cloudflare, etc. Cloudflare, si on peut voir en bas à droite ici, derrière ça a déclenché de la compromission d'identité de leurs clients aussi, liée justement à cette brèche Okta. C'est tout récent, vous voyez qu'en bas à droite, on est sur du février 2024. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la première étape, je l'ai évoqué, il y a des credentials puis des cookies de session qui ont été volés par les attaquants du support Okta. Donc l'attaquant a eu accès au support Okta et de là réutilisé des informations de cookies de session présentes dans des tickets ouverts au support Okta pour vraiment hijacker des sessions clients Okta, c'est-à-dire BeyondTrust entre autres et clients Okta comme nombreuses entreprises. Et donc l'attaquant a réutilisé ses cookies de session pour monter une session au nom de BeyondTrust, sur le tenant de BeyondTrust en tant qu'admin. Et vous voyez que la première détection qu'on a eue de système via notre solution, c'est un hijack de session. Un hijack de session, c'est quoi? C'est qu'une session a été ouverte à 2 endroits différents, 2 pays différents, sur un laps de temps très court. Ça peut être légitime, hein. Si vous ouvrez une session sur votre Okta, sur n'importe quelle application, vous prenez l'avion, la session est toujours ouverte quand vous arrivez dans notre pays, la session peut être détectée comme session hijack.
c'est légitime, c'est assez rare. En général, c'est quand même une forte suspicion d'attaque. Là, pour le coup, ça avait été ouvert aux États-Unis et en Malaisie. Donc, c'est quand même de façon dans la même journée. C'est quand même très, très, très rare. Et du coup, le deuxième indicateur, c'est que la session a été ouverte via un proxy non référencé par BeyondTrust. Donc, les proxys légitimes, en général, on les connaît. Les proxys à risque, on les connaît aussi. Donc, c'était le premier indicateur de risque sur cette attaque. Ensuite, l'attaquant, via cette session, a généré un rapport de mot de passe. Alors, un rapport de mot de passe, ça veut tout et rien dire. En soi, c'est un rapport sur l'ensemble des comptes présents sur le tenant, avec le username et le mail associé, et l'âge du mot de passe. Donc, il n'y a pas de données, les mots de passe ne sont pas publiés, mais on a quand même un rapport sur l'ensemble des comptes utilisés. Donc, les attaquants, c'est comme ça aussi que dans la brèche Okta, ont eu énormément de données, que ce soit chez Okta, chez nombre de clients Okta, sur l'ensemble des utilisateurs, parce que justement, ce simple rapport permet d'avoir du coup la liste des utilisateurs d'un tenant et du coup leur email associé. Et enfin, et donc deuxième indicateur, on a justement ce rapport qui était à risque. Et enfin, dernière détection qui nous a permis de confirmer et de bloquer l'attaque, c'est que l'attaquant a essayé de créer un compte de service qu'il a appelé SVC Network Backup, voilà, pour essayer de passer sous les radars, de lui donner des droits à privilèges. Il faut savoir que les comptes de service, les comptes API n'ont pas besoin de MFA sur Okta. Donc forcément, c'est des comptes machines, ils ne peuvent pas faire de MFA. Et donc voilà, l'attaquant a essayé de créer un compte de service avec des droits admin sur le tenant. Du coup, il a essayé de se créer l'utilisateur, se donner des droits, qui nous a permis de valider entre guillemets ce risque et de le bloquer directement. Tout ça, c'est très court, ça se fait dans la même journée. Donc en tout cas, sur la compromission numéro 2 jusqu'à numéro 4, ça se fait sur la même journée, donc ça peut aller très vite. Si le compte n'avait pas été bloqué, globalement, l'attaquant aurait eu accès en admin sur le tenant Okta. Donc, heureusement, BeyondTrust a détecté, a bloqué, a remonté l'information à Okta, et c'est pour ça que BeyondTrust a pu être le premier, entre guillemets, à alerter, Okta, entre guillemets, de cette brèche pour que ça puisse être bloqué directement chez Okta. Globalement, ça a pu être détecté via notre solution Identity Security Insight, je vais faire la démo juste maintenant. C'est une plateforme unifiée, l'idée c'est d'avoir une plateforme d'identité liée au risque de l'identité unique. Ça peut être pour les équipes identité, ça peut être pour les équipes compliance, ça peut être pour les équipes décisionnaires. L'idée c'est d'avoir un dashboard justement sur les identités à risque, les comptes à risque sur votre entreprise. Faire la détection en mode audit ou en mode réactif et derrière proposer justement de la réponse aux incidents. Alors, je vais essayer avec le micro, c'est pas évident. Hop. Alors vous voyez que même moi, sur Okta, j'ai de nombreuses identités, de nombreux accès. Hop. Donc l'idée de la plateforme, c'est d'avoir bien sûr un tenant pour votre entreprise. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des applications chez BeyondTrust. Globalement, c'est des sous-entités. En fonction vous pouvez en avoir un seul, vous pouvez en avoir plusieurs si vous souhaitez faire la délégation justement d'identité. Si vous avez plusieurs applications, etc. Ou vous souhaitez déléguer de l'accès des identités, vous pouvez en créer plusieurs. Ici, c'est un tenant de test. On a des données de test. C'est pas pour faire une démonstration. Globalement, sur ce tenant, la première chose qu'on va configurer quand on va le déployer, même en mode audit, c'est les connecteurs. C'est vraiment les sources d'identité. Ces connecteurs, on va en avoir, je l'ai montré rapidement tout à l'heure, ça va être les sources d'identité, typiquement l'Active Directory, l'Azure AD, les identités cloud avec AWS, Azure et Google, du Okta, du Ping, voire les produits BeyondTrust selon si vous êtes déjà client. Donc on va avoir cette première source d'identité qui vont nous donner ensuite des dashboards. Les dashboards sur un nombre de comptes qui sont présents, qui sont détectés sur les différents supports. Et dans ces comptes, on va avoir des comptes à privilèges, bien sûr, des comptes qui sont considérés comme pouvant avoir un risque plus important que les comptes standards. Et ce qui va être important aussi, c'est qu'on va avoir le nombre d'identités. Ici, vous pouvez voir que sur mon tenant de test, j'ai 1800 comptes liés à quasiment 800 identités, ce qui est assez classique, ce qui est normal. Une personne, en général, a de nombreux comptes, et encore ici, le ratio est assez faible. Des fois, on est à avoir 1 pour 10 selon les entreprises. Une personne va avoir de nombreux comptes. Ça peut être une personne, c'est en général un email ou une identité, peut avoir un nombre de comptes important, que ce soit sur des tenants cloud, que ce soit des comptes, des fois des comptes locaux qui ont été créés, des comptes de test, etc. Donc, les personnes vont avoir plusieurs comptes. On va avoir le nombre d'entitlements, c'est-à-dire de permissions qui sont configurées, qui sont assez peu importants ici, qui n'ont pas été traités. Mais on va avoir aussi les comptes dormants, c'est-à-dire des comptes à privilèges qui n'ont pas été utilisés depuis 2 mois, qui n'ont potentiellement rien à faire sur l'entreprise, des comptes qui ne sont pas utilisés 2 mois. Même en prenant des congés 2 mois, c'est assez rare qu'on prenne 2 mois. Donc voilà, des comptes dormants, c'est assez un risque.
Donc si on fait un focus sur les 3 catégories, sur l'identité notamment, on va avoir la liste d'identités classée par défaut par risque. On peut donner tout un tas de filtres sur les comptes à risque, sur le nombre de détections, le nombre de recommandations. Si je prends dire le plus à risque ici par exemple. C'est une identité et pourtant je peux voir qu'il a un compte sur de l'Active, il a plusieurs comptes sur l'Active Directory, il a un compte sur Okta, il a un compte sur des produits Beyond Trust. Globalement, on a des comptes qui n'ont pas forcément de privilèges ou en tout cas pas déterminés. On a des comptes à risque, on a des tags par défaut qui sont appliqués par défaut selon les produits Beyond Trust, selon s'ils sont dormants, selon s'ils sont à risque, etc. Ici, on peut voir que j'ai un compte qui est surtout un compte de service qui est managé par notre solution de coffre-fort. Mais globalement, déjà, en fonction de la personne, on a une vision sur ses comptes. Est-ce qu'il y a des risques liés à la personne? Et si j'en parlais tout à l'heure, on a eu un risque lié à Okta, notamment sur les sessions hijacking, pour cette personne. Donc déjà, la première vision, ça va être la vision des identités, d'avoir un peu la vision, est-ce qu'aujourd'hui vous savez qui a des comptes sur votre entreprise, qui a des privilèges élevés par catégorie de population. Des fois, on a des surprises, des bonnes comme des mauvaises, malheureusement, sur déjà qui a des droits sur le réseau. Ensuite, quand on déploie la solution, la première chose qu'on va avoir, c'est des recommandations. Globalement, c'est de l'audit qui va nous donner des recommandations de sécurité, encore une fois avec des niveaux de criticité, si je vais dans les recommandations. On peut les avoir de façon, on va dire, groupée ou non groupée. Là, ça va être la liste des événements. Alors, si je mets, par exemple, les événements en haute criticité, globalement, c'est des comptes qui vont avoir des droits d'admin sur le domaine. Est-ce que, voilà, globalement, est-ce que c'est normal d'avoir encore des comptes admin de domaine? Oui, pour certains, en général non. Si on va sur une recommandation, par exemple, ça donne un peu d'explication. Quel est le compte concerné? Quelle est l'explication Beyond Trust? Quelle est la recommandation? Alors ici, la recommandation, forcément, c'est supprimer les droits d'admin de domaine et appliquer les bonnes pratiques Microsoft. C'est un exemple. On a bien sûr des comptes externes qui vont avoir des privilèges sur Azure AD ou Entra ID. Ça peut être des élévations de privilèges, des comptes dormants, voilà, tout un tas de recommandations, vraiment en partie audit sur les droits que peuvent avoir les personnes, sur les privilèges que peuvent avoir les personnes multiplateformes, pour avoir cette vision vraiment de privilèges. Donc déjà, ça permet de faire un premier travail, et c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais sur chaque recommandation ou sur chaque détection, qu'on va pouvoir le voir après, on va voir aussi la partie réponse. Alors la partie réponse, chez Beyond Trust, on a des intégrations. On fonctionne aussi avec des webhooks qui sont des appels API à des solutions externes. Ici, on a quelques-uns de configurés pour aller verrouiller un compte Okta, pour aller verrouiller un compte sur une solution de coffre-fort de Beyond Trust, ou tout simplement faire de l'alerting par Teams, ça peut être par mail, ça peut être par un outil de ticketing. Globalement, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une alerte, une recommandation, une détection, etc. Je vais pouvoir prendre une action derrière et mettre à jour l'incident pour le considérer comme traité ou en cours de traitement ici. C'est la première partie, l'audit, vraiment des droits qui sont en cours. Et derrière, on va avoir le run, la partie détection, ici. Hop. Donc la partie détection, si je vais dans les non groupés et que j'affiche vraiment les critiques, on va retrouver cette fameuse hijack de session Okta, où on peut voir que dans la même journée, ici, non pas dans la même journée sur celui-là, on a deux journées où on a eu un incident de hijack de session sur le même compte. Alors ici, c'est vraiment un environnement de test. Mais globalement, si je vais dans le détail, on a une petite explication, bien sûr, sur qu'est-ce qu'est le hijack de session. Globalement, on a un user qui a une activité depuis une location, puis après dans la même session depuis une autre location, via un web browser ou via une application lourde. Le risque, c'est forcément que ce soit une session piratée. Vous avez le détail, ensuite, on va dans le détail de où s'est établie la session, où s'est établie l'autre session, etc. La recommandation, c'est de l'investigation. Essentiellement, encore une fois, ça peut être légitime. C'est très fortement comme suspect. C'est pour ça qu'on l'a défini en critique. Et voilà, vous pouvez très rapidement prendre une action, bloquer le compte Okta, bloquer le compte sur une autre solution type coffre-fort, ou même lancer tout le monde une alerte sur un outil d'automatisation pour aller prendre des actions, mettre en quarantaine, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision de détection directement sur la solution. Que ce soit, alors, tac. Ah non, je suis toujours dessus. Hop. Si je prends d'autres exemples sur la sévérité, on va dire, hop.
haute, ça peut être voilà, des accès qui ont été faits sans MFA, d'élévation de privilèges, des comptes de domaine administrateurs qui ont pris la main justement sur des serveurs qui ne sont pas contrôleurs de domaine, ce qui est une mauvaise pratique. Ça peut être du brute force, etc. L'idée, c'est que sur chacune de ces actions, on va pouvoir derrière avoir des actions qui vont être prises. On va également pouvoir avoir une vue groupée, parce que pour avoir s'il y a des attaques qui sont récurrentes, pas forcément à risque, mais qu'on peut traiter des fois facilement un grand nombre de risques. Ici, celui qui revient très souvent aussi, c'est des comptes sur des services cloud, sur des applications qui sont encore associés à des mails personnels. Globalement, vous avez vos mails d'entreprise qui sont censés être utilisés pour vos applications. On peut avoir très rapidement, est-ce qu'on a du Shadow IT, est-ce qu'on a des comptes personnels, du Gmail, du Hotmail, tout un tas de domaines qu'on va considérer chez BeyondTrust comme non professionnels, qui sont utilisés sur des plateformes. Donc vous avez, toujours pareil, la liste des comptes, la liste de la source, ça peut être des produits BeyondTrust, ça peut être des contrôleurs de domaine, ça peut être des applications cloud. Et encore une fois, si je vais sur un compte, ça va me donner le nom du compte, l'identité qui est associée. Donc là, c'est uniquement un compte Gmail, mais ça pourrait être un compte d'entreprise qui a le même, entre guillemets, le même nom ou le même format que la personne. Et on l'a automatiquement associé. Et toujours pareil, on a un descriptif de l'événement et la possibilité de prendre des actions. Globalement, les actions, j'en parlais rapidement. J'aurais dû partir d'ici. Hop. On a, comme je l'ai évoqué, la partie webhook. Donc voilà, c'est vraiment des intégrations externes qui sont un standard du marché maintenant, où vous allez pouvoir mettre via une URL externe, envoyer des logs, envoyer des données et déclencher des actions. Ça peut être des actions, comme je l'ai évoqué, d'intégration avec des services de ticketing, ça peut être des intégrations avec des fournisseurs d'identité pour aller verrouiller des comptes, ça peut être des actions avec des outils d'automatisation ou des SIEM aussi pour déclencher des actions, sachant qu'on est aussi capable d'envoyer l'ensemble des logs dans des SIEM. Donc voilà, tout ça, nous on fournit notre expertise aussi pour vous fournir des exemples. On a quelques intégrations aujourd'hui natives qui sont plus de l'envoi de logs vers du Elastic, vers du Splunk, voire le déclenchement d'actions directement vers des webhooks. Voilà globalement aujourd'hui pour la démo assez rapide. N'hésitez pas à venir nous passer nous voir si vous avez besoin de plus d'informations. On sera présent au stand F30 et maintenant voilà, on reste quelques minutes s'il y a des questions. Merci à tous. Voilà, le temps pour moi de rejoindre la scène. Merci beaucoup, monsieur Jouzel. Donc effectivement, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. Il reste encore quelques petites minutes, on a le temps. J'ai une question sur authentification et identité. L'arrivée de l'identité numérique européenne et donc française remet-elle en question votre schéma ? À un moment donné, comment vous voyez vous intégrer au moment où les services publics vont utiliser l'identité à grande échelle sur tous les services publics? Comment vous voyez-vous le paradigme entre votre identité d'authentification et 450 millions de citoyens qui rentrent dans tous les services publics avec leur identité numérique? C'est une bonne question. Alors si je reviens à ma slide un petit peu de gestion d'identité. Une identité, qu'elle soit française, qu'elle soit sur un système, etc., ça reste une identité. Alors on n'a pas la chance aujourd'hui de proposer la couverture des identités pour l'ensemble des Français sur les services publics, mais globalement les risques sont les mêmes. C'est qu'une personne se fasse compromettre son compte. Là on a des sources d'identité qui sont l'Active Directory, qui sont l'Azure AD. Ça pourrait être des sources publiques d'identité, sur les instances publiques d'identité. Les risques sont les mêmes. C'est qu'une identité, par exemple sur du hijack de session, soit utilisée depuis un autre pays, soit utilisée via des proxys. Globalement, c'est juste la source qui va changer. Les risques derrière vont être traités de la même façon, que la personne ouvre une session d'un autre pays, ouvre une session sur des horaires un peu spécifiques, fasse des actions entre guillemets à risque. Alors sur les identités des citoyens, on n'est pas sur des comptes à privilèges, on est plutôt vraiment sur du hijack de session ou sur de l'utilisation suspecte. Mais globalement, peu importe les plateformes d'identité, qu'elles soient européennes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, les risques liés à l'identité, ça reste en général les mêmes. C'est derrière, ça va peut-être demander des indicateurs de compromission spécifiques, mais les risques liés à l'identité sont en général très courants, quoi.
Une question? Merci. Merci pour la présentation. J'ai une question. Je vais essayer en français. Comment les données sont-elles rechargées depuis la source? C'est instantané ou périodique ou comment ça marche? Okay. Donc la question pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est comment on va venir récupérer ces données sur les différentes instances. Nous aujourd'hui, c'est des connecteurs HTTPS en API globalement pour aller sur, et sauf pour l'Active Directory, on a un collecteur à déployer on-premise sur près de l'Active Directory. On est en lecture seule à chaque fois, donc voilà, on récupère les données en lecture seule. Pour l'instant, les données sont récupérées pendant 1 an sur la plateforme, sauf demande de client, on peut venir bien sûr supprimer vos données. Et derrière, voilà, ça peut être supprimé sur demande, mais sinon on garde les données 1 an et on n'est pas intrusif dans le sens où on ne vient pas faire d'action, on est vraiment en lecture seule, donc c'est à vous de donner le niveau de droit approprié. Nous, on a nos recommandations de niveau de droit, bien sûr, pour aller récupérer un maximum de données. Si vous ne souhaitez pas tout donner en termes de données, on est capable de limiter les comptes d'accès. Mais globalement, voilà, c'est de la lecture seule en API sur les différents comptes. Et derrière, c'est traité. Voilà, encore une fois, là, les connecteurs sont des connecteurs proposés. Vous n'êtes pas obligé de tout intégrer, mais forcément, plus vous intégrez de sources de données, plus on peut faire de la corrélation et de l'apprentissage sur les données. Une autre question, il nous reste encore quelques petites minutes si vous avez encore une question. Plus de questions? Eh bien écoutez, monsieur Jouzel, merci beaucoup. Merci à tous et n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand F30 s'il y a des questions complémentaires. Eh bien voilà, stand F30, rendez-vous est donné. Ainsi se termine donc la première démo technique. Pour information, la deuxième démo technique va débuter dans quelques petites minutes. Le thème crime numérique avec préméditation dans la tête d'un hacker. On se retrouve donc dans quelques toutes petites minutes. Merci beaucoup.